à travers l'étude du cas de Navia là, c'est quoi? C'est de vous montrer comment on travaille dans New Tech Insider Europe. Comment on étudie un dossier, comment on va très profondément voir les partenaires et les gens de nos dossiers pour savoir à peu près les risques qu'on prend. Voilà, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, vous n'allez jamais avoir de dossier parfait. Vous allez toujours avoir des risques dans vos dossiers. L'important, c'est de bien les mapper et de bien les connaître. Si vous connaissez bien les risques de vos dossiers, vous savez où faut regarder. Et quand le risque commence à devenir démesuré, vous pouvez sortir de votre position bien avant que ça se matérialise forcément dans le cours de bourse. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc déjà, on va remettre un peu en perspective Navia. Navia, c'est une société de navettes autonomes, donc de petites navettes, hein, des 7 places. Bon, maintenant, ils font un peu plus grand depuis qu'ils ont fait leur partenariat avec Bolloré, mais c'est des navettes 7 places qui vont assez peu vite, c'est-à-dire vitesse de pointe un peu plus de 30 km/h, et qui sont autonomes. Vous n'avez pas de conduite, vous n'avez pas de conducteur, pas de machin. Des fois, vous avez de l'assistance éloignés, mais ils sont dans le niveau 4, voilà, et ils sont bien dans leur niveau 4. Donc c'est une start-up française qui est là depuis quelques années, hein, qui a fait beaucoup parler d'elle. Moi, je les ai croisés la première fois à Vivatech. J'étais monté dans leur navette. C'était des gens. C'était le premier PDG, celui qui a fait l'introduction en bourse. C'était des mecs auxquels je croyais beaucoup, hein. Ils avaient la culture des startups américaines, hein, c'est-à-dire on pousse les gens à prendre plutôt des stock options que des salaires élevés, on essaye de créer une techno de rupture, on investit fortement et tout. Bon, manque de bol, c'est que les financements n'ont pas suivi. Les financements n'ont pas du tout suivi. Et là, c'est un problème assez fort que vous avez souvent en France, c'est-à-dire que les financements ne suivent pas souvent quand vous êtes sur de la deep tech. Les financements suivent pas du tout de manière importante. Donc, à l'époque, déjà, je l'avais testé du coup à Vivatech. C'était pas mal, mais c'était trop lent. Après, elle a été installée à Monaco. Comme je vais souvent à Monaco, j'ai testé à Monaco. Il y avait un problème à Monaco, c'était que Monaco c'est en pente et la navette, elle encaissait très mal les pentes. Alors c'était un peu dérangeant. Donc là, vous aviez encore un point noir, c'est-à-dire quand il y a des pentes, ça marche pas très bien. Elle a été mise un peu partout. Elle a été aussi à Sofia Antipolis, où à Sofia, il y a eu plusieurs soucis avec le fait qu'elle s'arrête assez fréquemment dès qu'il y avait un vélo ou ce genre de choses, et qu'elle était... du coup, vous aviez un trajet un peu saccadé. Et ça, c'était un peu dérangeant. Oh, il y a quelle époque, il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Ça doit faire 2 ans. Monaco, c'est peut-être il y a 3 ans d'ailleurs. De tête comme ça, je me souviendrai plus. Mais oui, oui, c'est ça. Et du coup, bon, vous aviez pour moi le problème clé, et je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire que quand vous avez une navette autonome, ce que vous voulez, hein, c'est quoi? C'est que ça aille un minimum rapidement. Parce que si vous n'avez pas de capacité à aller rapidement, ça n'a aucun intérêt, vous prenez vos pieds. Vous allez prendre un moyen de mobilité douce, une trottinette, un vélo, un truc comme ça. Donc après, vous aviez un intérêt, c'est que ces actifs qui vous amènent vraiment d'un point A à un point B, c'est intéressant dans des univers un peu fermés, genre des ports, des aéroports, ce genre de choses, parce que vous êtes beaucoup plus normé, donc vous allez avoir moins d'obstacles, donc vous allez avoir moins d'à-coups, et du 30 km/h sur un aéroport, c'est pas forcément quelque chose de très mauvais. C'est même plutôt quelque chose d'assez bon. Voilà, donc ça c'est intéressant. Après, du coup, moi ça m'a toujours posé un énorme problème. C'est quoi? C'est que leur théorie, c'était qu'avec des navettes aussi petites, ils pouvaient pas remplacer des bus ou des métros ou des trams, mais ils pouvaient faire la fin de ligne. Et désenclaver des zones qui étaient un peu enclavées. Le problème des zones qui sont un peu enclavées, c'est que déjà, bah, généralement, si elles sont enclavées, elles ont tendance à être sur des collines, quelquefois. Enfin, c'est assez fréquent. Donc quand vous avez une navette qui supporte pas très bien la colline et que vous avez, c'est déjà pas terrible. Après, ça a peut-être été amélioré depuis. Je l'ai jamais vu en marché en colline de manière
très très efficace et avec du personnel, enfin avec 7 personnes dedans et à une vitesse importante, hein. J'ai déjà vu marcher correctement à 30 km/h sur un environnement un peu vallonné, mais jamais avec une vraie colline. Il y avait un autre problème aussi, c'est que si vous êtes dans une zone un peu désenclavée, généralement les distances dans les zones désenclavées, elles sont assez longues. Et donc quand vous voulez faire une fin de ligne et aller taper une zone désenclavée, si vous faites du 30 km/h et que vous voulez aller taper un truc qui est à 15 ou 20 km, c'est pas possible. C'est pas possible parce que il vous faut une flotte de navettes en permanence, sinon en fait vous allez attendre que votre navette soit remplie, donc les gens ils vont attendre trop longtemps dedans avant qu'il y ait des gens qui viennent, donc ça va pas les intéresser. Soit la personne elle est partie et en fait le temps que votre navette elle arrive jusqu'à sa destination à 30 km, ça met une heure, qu'elle revienne, ça remet une heure, c'est pas possible. Ou alors il vous faut une flotte de navettes de manière assez forte. Et du coup, bah, si vous avez besoin d'investir sur une flotte de navettes, vous avez un problème, c'est que vous avez besoin d'avoir des coûts qui sont très forts et vous allez les amortir qu'à très long terme. Et en plus, il faut être capable de délivrer cette flotte. Et donc pour moi, ça a toujours été un peu compliqué. Pour moi, le problème, c'était un problème politique. C'est-à-dire que vraiment, il fallait vraiment qu'ils poussent politiquement dans des zones pour mettre une flotte extrêmement importante et pour créer un effet d'échelle avec cette flotte et créer des mécanismes en fait. Et moi, par exemple, ce que je trouvais qui est très, très intelligent, c'est que par exemple, les navettes Navia, c'est des navettes qui seraient très intéressantes pour faire de la livraison du dernier kilomètre sur des actifs où on n'a pas besoin forcément d'avoir une livraison envers les entreprises très rapide, mais où on est sur des actifs un peu lourds, où on a besoin d'une livraison voilà, qui arrive en temps et en heure, mais qui soit pas à la minute près. Donc par exemple, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple vous avez besoin, vous êtes un centre commercial, vous avez des stocks et vous voulez livrer un petit Super U au cœur de la ville, bah, ça peut être intéressant de mettre du stock dans une Navia, de la programmer pour aller jusqu'à ce petit centre commercial et ça amène dans la ville des produits et des services. Ça, c'était très intéressant. C'est ce que font beaucoup de sociétés chinoises maintenant. C'est très très intéressant et ça a toujours été un truc, voilà. Donc, oui, oui, maintenant ils font ce qu'on appelle de la vente de technologie. Ils vendent plus enfin, ils ont arrêté leur focus sur la production de la navette. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose, mais ça se discute. Enfin bon, on a placé Navia. Donc à l'époque, je l'avais étudié parce que je trouvais ça intéressant. J'ai arrêté de l'étudier, mais j'ai continué à la suivre assez de loin. Pourquoi? Parce que je pars du principe que même les dossiers qu'on n'aime pas, il faut toujours les suivre, ne serait-ce que pour pas rater des recoveries et pour pas rater des choses voilà, qui pourraient arriver au dossier et qui pourraient nous faire changer d'avis. Donc c'est un dossier que j'ai toujours assez suivi, mais pas de manière très poussée. D'accord? Et du coup, voilà. Et là, ce qui s'est passé récemment, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la conversion des Ornan de ESMO, qui est maintenant devenu APAM. Ça a été vendredi. Et depuis quelque temps, je vois que Twitter s'excite sur Navia, en faisant pas mal de conjectures, comme ils ont fait un peu sur comment ça s'appelle, sur Gossin. Et du coup, j'ai regardé parce que je me suis dit, bon, s'il y a tant de gens qui font des conjectures et qui me disent que il y a 100 millions qui doit arriver là et tout, c'est peut-être intéressant et c'est peut-être moi qui est c'est peut-être quelque chose que j'ai raté. Donc du coup, je me suis dit, faut que je m'intéresse à la chose. Mais voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir un peu ces informations sur le partenaire coréen, voir s'il allait vendre ses titres, s'il allait pas vendre ses titres, voir qui c'était, faire le boulot que j'avais pas fait à l'époque, hein. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que je vais vous montrer comment on fait ce boulot-là. Donc là, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher un Coréen. Donc quand on va chercher un Coréen, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, on va sur le site de la boîte en question, hein. On va sur le site de la boîte en question. Donc bon, voilà, là, vous avez la communication, des conversions des Ornan, c'est converti à 2,75. Déjà, il y a un petit red flag, c'est-à-dire qu'ils convertissent que 5 des 16 Ornan. Donc où sont passés les autres? Généralement, quand vous voulez monter au capital d'une société, vous convertissez tout, hein.
Vous n'allez pas convertir, surtout si vous avez peur de vous faire piquer une techno. Si vous voulez acquérir un actif, demandez à Bolloré. Hein. Mais si Bolloré il a des ornanes d'un truc qu'il veut, il va pas convertir deux ornanes. Hein. Il va convertir les 16. Déjà ça c'était bizarre et c'était un red flag de début, c'est-à-dire quand vous convertissez qu'un bout des ornanes, c'est généralement pas une très très bonne nouvelle. Donc ça peut aussi vouloir dire que vous avez vendu une partie de vos ornanes. Ça peut aussi vouloir le dire. Mais s'ils ont vendu une partie de leurs ornanes, ce qui est le cas, hein, ils ont vendu certaines de leurs ornanes, ça veut dire qu'ils n'ont pas vocation à rester au capital, donc ils vont lourder leurs actions. Donc déjà, je lisais un peu des trucs sur Esmo qui allait rester, qui allait investir, un Coréen au capital d'un Français, qu'est-ce que c'était génial, les Coréens, c'est des gens brillants et tout. Faut vous méfier, hein. Les Israéliens, c'est des gens brillants, et pourtant les Israéliens, c'est les plus gros arnaqueurs de la planète, hein. Et j'ai travaillé avec des Israéliens, j'ai investi dans des boîtes israéliennes, je me suis fait plumer par des boîtes israéliennes comme j'ai fait des super coups avec des boîtes israéliennes. Faut jamais que vous arrêtiez à vous dire c'est un pays, c'est tous des winners, ils sont bons, donc c'est sûr, je vais investir dans le bon acteur. Non, ça veut rien dire. Hein. C'est- Franchement, voilà. Donc du coup, on avance sur cette histoire. Encore une fois, hein, je tiens à vous le redire encore une fois. Hein, c'est c'est vraiment pas une recommandation. Hein. On étudie vraiment que le partenariat coréen est la dernière news de Navia. Donc on n'étudie pas du tout les perspectives de la boîte. Ça veut pas dire qu'on veut la vendre ni l'acheter. Moi, je l'ai pas en portefeuille, je l'ai pas en short. Et voilà, il faut bien que vous sachiez, c'est juste le process de comment j'ai été voir les infos et de comment j'ai recoupé ces infos et de pourquoi il faut faire attention sur ce qu'on vous dit sur comment ça s'appelle sur Twitter, parce que les gens généralement ils s'arrêtent au titre et ils font les conjonctures qui les arrangent, mais ils n'ont pas le regard vraiment critique envers leur investissement et on a besoin de l'avoir. Bon alors je vais faire un petit peu de lecture du chat pour voir s'il y a un peu des questions et tout. Quand est-ce que ça serait mieux pour la livraison du dernier? Est-ce que tu as des données de marché ou est-ce que tu penses Alors, j'ai vu des boîtes en Chine faire la livraison du dernier kilomètre. Ça a toujours été un problème chez Amazon et chez tout. Et vous avez des capacités. J'ai pris l'exemple des supermarchés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de stocker de la ressource dans un grand supermarché en périphérie d'une ville que dans un petit supermarché, dans un petit Super U ou dans un petit truc de quartier. Et par contre, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir toujours le stock en magasin. Et pour pouvoir avoir toujours le stock en magasin, ce que vous faites, c'est que vous faites de la livraison. Ces petites navettes autonomes, elles auraient la capacité de faire de passer le stock d'un endroit A à un endroit B assez rapidement. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, après ça, c'est autre chose. J'ai tellement perdu, je regarde de loin. Les Israéliens sur les programmes. Bah oui, il y a beaucoup de boîtes israéliennes qui sont des boîtes qui ont fait des arnaques. Vous avez beaucoup de courtiers, par exemple, qui sont immatriculés en Israël. Vous avez eu beaucoup de sociétés au Nasdaq qui sont des sociétés qui étaient des sociétés fantômes et qui étaient basées en Israël et qui ont créé des arnaques financières. C'est assez connu. Hein. C'est un truc malheureusement qui est assez fréquent. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous méfier. C'est pas parce que vous investissez dans une boîte d'un pays et que soi-disant ce pays c'est des champions du monde que toutes les boîtes issues de ce pays vont être des champions du monde. Ça, c'est pas parce que vous êtes footballeur en France que vous allez être Mbappé. Hein. C'est voilà. Hein, donc dites-vous bien que il y a des limites. Donc on continue. Donc du coup, première chose qu'on fait quand on va voir une société comme ça, on va voir un peu ce qui s'en dit sur les réseaux sociaux et on va voir un peu le site de la société. Donc ce qui m'a fait un peu tiquer sur ça, c'est quoi? C'est que j'ai vu des gens qui me disaient que il y avait Jean-Pierre Raffarin au capital de Esmo, que Jean-Pierre Raffarin c'était un mec qui était au fond d'Idinvest et que du coup la boucle était bouclée et que ça allait faire un truc magnifique. Alors il se trouve que je connais Idinvest, donc effectivement c'est un mec qui s'intéresse de plus en plus au non-coté, Raffarin, et qui fait de plus en plus de start-up. Mais c'est surtout un mec qui a eu beaucoup de contacts en Chine. Donc là, c'est vrai que je me suis dit,
faut quand même que je fouille un peu parce que ça peut être intéressant, parce que si Raffarin il pousse la techno de Navi en Chine, il a d'excellents partenariats en Chine, mais par contre je suis au courant aussi que Raffarin il s'est pris des sacrées casseroles en Chine des fois, au niveau du business. Donc c'est jamais simple, hein, jamais simple. Donc là il faut faire bien attention, vous avez déjà la première loi, c'est quand vous avez un politique en bourse, ça peut être un gros avantage comme ça peut être un gros désavantage. Et je vais vous prendre un exemple. Il y a eu un temps, il y avait une société qui s'appelait Strauss-Kahn Partner, qui était une banque luxembourgeoise, qui avait le nom de Strauss-Kahn, qui avait comme président directeur général Strauss-Kahn et qui avait un associé, je crois que c'était un russe à l'époque. Et cette banque, elle était censée devenir une banque d'investissement. Et Strauss-Kahn faisait la promotion de cette banque et tout. Et cette banque, elle est partie avec une ardoise de 100 millions d'euros. Et en fait, le partenaire russe de Strauss-Kahn, il avait menti à tout le monde. Donc il faut faire attention parce qu'un politique, ça peut aussi vous servir à légitimer une société. Et ça, faut toujours faire attention. Un politique, c'est une très bonne chose, ça peut vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser juste pour légitimer une société, et ça, c'est dangereux pour l'investisseur. Donc il faut toujours faire attention. Généralement, une société ou des gens qui mettent en avant trop d'accointances politiques, c'est dangereux. Parce que ce qu'on demande à un politique, généralement, quand on l'a fait entrer dans une société, c'est d'œuvrer en coulisses. C'est de faciliter la discussion avec les autorités politiques en place, de faciliter les décisions légales, ce genre de choses. Et quand on fait ça, généralement, on évite de l'afficher. Pourquoi ? Parce que ça plaît pas forcément aux journalistes et qu'on n'a pas envie que les journalistes viennent voir nos petits arrangements entre amis. Donc, déjà, c'est un peu dangereux. Donc déjà, pour moi, c'était un peu un red flag. Bon, maintenant, on va sur le site et on va demander à Google un peu des infos. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le site de l'APAM. Alors, il y a deux sites déjà. Il y a apam.kr, le nouveau site avec le nom long, et vous avez esmo.kr. Donc vous avez deux sites, c'est normal. La société, elle a changé de nom. Il y a donc deux sites. Déjà, un truc qui m'a pas plu, les deux sites, c'est quasiment les mêmes. Donc quand vous faites un rebranding de société, généralement vous rebrandez de A à Z. C'est-à-dire que si vous faites un site A et un site B et qu'en fait vous changez votre société, c'est pour tout changer. Si vous faites juste un rebranding, c'est-à-dire le nom de la société, généralement c'est encore un red flag. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais vu une bonne société qui marchait bien, qui avait des bonnes idées, changer de nom. Amazon n'a jamais changé son nom, Google n'a jamais changé son nom, Facebook n'a jamais changé son nom, Microsoft n'a jamais changé son nom. Qu'on change les logos, ça oui. On met des nouvelles couleurs, on les digitalise, on fait tout ce qu'on veut, mais les gros, ils changent rarement leur nom. Donc quand vous changez le nom, c'est que généralement, on veut changer quelque chose en profondeur. Et quand on veut changer quelque chose en profondeur, généralement, on change son site web. Si on ne change pas son site web, c'est déjà pas terrible. Donc j'ai pris les deux sites, et sur les deux sites, vous avez exactement la même architecture, avec exactement les mêmes infos. Bon. Donc déjà, là ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est comme vous êtes sur une langue étrangère, on fait quoi ? On demande à Google de traduire à la volée. C'est en fait quand vous êtes sur Chrome, vous avez une option traduire en français, vous utilisez l'option et vous demandez à Google de traduire. Une chose importante, même si le site il est disponible en anglais, vous pouvez le consulter en anglais, mais après vous repassez dans la langue originale et vous demandez à Google de le traduire. Pourquoi vous faites ça ? Parce que des fois, les infos qui sont disponibles à l'international en anglais et les infos qui sont disponibles dans la langue de base de la société sont pas les mêmes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les deux infos. Même si Google, ça traduit pas parfaitement et tout, machin, je suis d'accord avec vous et tout, mais Google, ça traduit quand même mieux le coréen que moi. Donc je suis content d'avoir Google. Et c'est là aussi un avantage clé, c'est que dites-vous qu'il y a 15 ans, 20 ans, il n'y avait aucune possibilité de faire ça. C'est-à-dire que quand il y avait la manière de faire de tous les gens qu'on lit et dont on lit les bouquins maintenant, c'est-à-dire de Warren Buffett et de tous les autres, bah tout ça c'était pas possible pour eux. Donc il fallait qu'ils fassent confiance, il fallait qu'ils lisent les rapports annuels, il fallait qu'ils fassent... Maintenant vous avez une possibilité de surveiller ce genre de choses. Et ça c'est un atout vraiment important que vous devez absolument mettre en pratique. C'est vraiment un truc à mettre en pratique absolument. Donc pour reprendre, du coup je traduis le site de la PAM. Et qu'est-ce que je vois ? Sur le site de la PAM, c'est simple, on voit un petit onglet
qui s'appelle, je crois que je l'ai marqué, non, c'est dans le truc d'après, on voit un petit onglet qui s'appelle ah ben c'est encore plus tard. Bon. Oui, bon là j'ai fait un point clé rapide, oui, je vais peut-être vous le passer. C'est effectivement quand on cherche des infos sur des sociétés étrangères, on se renseigne sur la structure des sociétés et sur la structure de faire des pays. Donc par exemple, on va chercher est-ce qu'il existe un AMF local, est-ce qu'il y a des publications sur cet AMF local, est-ce qu'il existe une bourse locale, est-ce qu'il y a des publications sur cette bourse locale. C'est-à-dire vous allez mapper un peu l'univers, les sites de bourses locaux, ce genre de choses. Et une fois que vous avez mappé l'univers et que vous avez une connaissance de comment ça se passe dans ce pays, déjà c'est un truc que vous avez fait pour plus tard. C'est-à-dire vous le marquez sur un papier, et du coup quand vous avez une société qui est coréenne et tout, vous savez où il faut aller chercher. Et ça, c'est de l'optimisation. Plus vous l'avez fait pour les pays, plus c'est simple, plus ça va vite. Bon, une fois que vous avez fait ça, on va tout de suite chercher les choses. Un autre point clé. Vous évitez toujours les CP des entreprises. Vraiment, c'est très très important. Quand vous avez un doute sur une entreprise, vous allez toujours autre part que les CP. Les CP, c'est des bonnes choses à lire, mais dites-vous bien une chose, c'est que les CP, c'est la com de la boîte. Donc quand une boîte est malhonnête, elle va pas mettre dans ses CP qu'elle est malhonnête. Hein. C'est comme quand votre enfant, il a eu 2 en maths, il va pas venir avec le bulletin et vous montrer qu'il a 2. Il va essayer de trafiquer le truc en mettant un 0 derrière pour faire croire qu'il a eu un 20. Ou ce genre de choses. Les CP, c'est les communiqués de presse. Donc déjà, bon, voilà, on évite d'aller chercher les CP, on va chercher des documents plus officiels, donc des rapports de gestion, des documents de tribunaux, ce genre de choses. Voilà. Donc là, on continue sur notre histoire. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand on va sur le site, on a donc un super onglet qui nous permet d'avoir accès du coup à une partie des CP. Et cet onglet, c'est quoi ? C'est, je vais vous dire tout de suite, je l'ai marqué. Hop. Alors, hop, c'est divulgation des informations. Donc divulgation des informations, ça me plaît. C'est vraiment, ça a l'air plutôt sérieux. On clique dessus et vous avez ce que je vous ai mis dans le slide. Donc là, on tombe sur dart.fs.or.kr. Donc on se rend compte que ça, c'est un truc du ministère coréen de l'économie et que ça sert à communiquer entre la bourse et les émetteurs des documents. Donc on va dessus. Là, encore une fois, on fait traduire et on trouve des trucs, c'est pas tout à fait très bien. C'est-à-dire, on trouve des trucs, c'est même plutôt pas bien du tout. C'est-à-dire, on apprend que la société, elle a son titre qui est suspendu, qu'elle est en procédure avec Kosdaq, donc la bourse coréenne et tout. Là, déjà, les red flags s'accumulent. Ça pue un peu, mes amis. Ça pue un peu. Donc déjà, on se dit que s'ils convertissent des ornanes pour avoir des actions, mais qui sont en difficulté sur leur place principale, c'est peut-être pas pour garder les actions. Hein. C'est même plutôt pas pour les garder du tout. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on continue, et donc on a beaucoup de choses. Hein. On a autre information de marché, suspension des négociations, ce genre de choses, annulation de la suspension des négociations, vous voyez tout, changement de PDG, voilà. Et vous avez aussi les gens qui vous écrivent. Donc vous voyez sur auteur, donc l'auteur, vous avez siège de la bourse, APAM, ce genre de choses et tout. Bon, donc on continue. On lit donc tous les documents de ce petit segment, hein, parce que c'est assez important de tout lire, et vraiment tout lire. Hein. C'est vraiment, même si le document vous semble impertinent, vous allez l'ouvrir et le lire rapidement, parce que même un document qui vous paraît impertinent, ça peut être un très bon document, c'est juste que la traduction a été mal faite sur le titre ou ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà. Donc déjà, on apprend quoi ? On apprend que la société est en réorganisation et que du coup, Kosdaq veut radier la société. Ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Dites-vous que quand Euronext veut radier une société, c'est vraiment que la société a fait des conneries. Hein. Parce que même Neovax et l'autre Cybergun,
Euronext veut pas les radier. Et pourtant, Dieu sait que c'est des daubes ultra daubes. Hein. Donc, c'est vous dire qu'il faut aller loin pour qu'une bourse veuille vous radier. Donc, on continue, on continue, on continue. On avance donc dans ces documents. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'APAM a tenté de lancer une AK qui a été refusée par Kosdaq, que le management a changé, et que le management avait menti sur le nombre de détention des actions. Et que c'est la banque d'épargne, donc c'est une banque coréenne, il y a tout un nom derrière, hein, mais qui a envoyé le document. Donc là déjà vous vous dites que ça devient assez sérieux, c'est-à-dire qu'en fait vous avez 3 acteurs qui communiquent des documents. Hein. Vous avez la société, la place de marché, plus une banque. Donc déjà, vous vous dites que là, c'est quand même assez sérieux, assez sérieux. On continue du coup. On va aller sur les sites de bourses locaux. Donc quand vous êtes sur un pays, vous allez chercher le zone bourse locale, le boursorama local pour vous renseigner. En Corée, ils ont un Google local qui s'appelle Naver. Moi je connais bien. J'ai acheté des actions Naver à une époque, donc c'est une société, je connais assez bien. Donc j'ai été sur Naver et j'ai cherché APAM. Il se trouve que Naver, là, un peu comme Yahoo Finance, ils ont une page dédiée à APAM. L'avantage, c'est quoi? C'est que là, vous avez les news des brokers coréens, des choses comme ça et tout, et vous avez tout centralisé. Donc pour chercher l'information, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc on va sur Naver, on va sur la page. Alors déjà, vous avez des forums. Alors vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de petits porteurs coréens qui sont très en colère contre le management d'APAM, que ça va pas bien du tout et tout. J'ai pas mis toutes les infos dans le slide parce que sinon on n'en finirait plus. Mais voilà. Donc vous allez sur l'onglet des news. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que par exemple la société APAM serait liée à un fonds d'investissement qui s'appelle Lime Management, qui a fait des histoires de fraude sur ces fonds, et c'était des fraudes qui étaient en partie assises sur des ornanes et des reventes d'ornanes à d'autres investisseurs, et sur un peu un genre de Ponzi-like. Un peu plus élaboré, on va dire. Donc déjà, ça sent un peu, même voire maintenant, très très mauvais. C'est-à-dire que vous avez un acteur qui est accusé d'avoir fait des choses pas très nettes avec des ornanes. C'est un fonds qui est lié à APAM, qui elle-même a des ornanes de votre société qui s'appelle Navia. La pelote, on commence à la dessiner un peu. C'est pas très beau, pas très beau, pas très beau. Donc du coup, vous commencez à comprendre. Donc en fait, en plus, quand vous étudiez vraiment Lime Management, vous vous rendez compte que Lime Management, c'est vraiment un fonds qui a fait perdre beaucoup d'argent et qui était lié à des investisseurs chinois et à des investisseurs coréens et qui avait des accointances avec des politiques coréens. Donc vous avez un politique français qui est membre d'une société qui s'appelle ESMO, qui est votre partenaire en Asie, qui a j'ai pas dit aussi ça, mais qui a l'exclusivité de la plateforme Navia en Chine, en Corée et au Japon. Même s'ils ont depuis un peu cédé l'exclusivité au Japon. Mais passons. Et donc, Lime Management, qui est connu pour jouer avec des politiques, ils sont investisseurs dans ESMO, qui elle-même a soi-disant Jean-Pierre Raffarin au capital. Vous vous dites quand même que s'il y a autant de politique dans la boucle, c'est quand même à mon avis pas pour juste leurs compétences, mais c'est plus que ça permet de donner corps au projet et on est bien dans une vision de justifier et de donner vraiment une voilà. Donc voilà, ces politiques-là, ils sont pas vraiment un peu, c'est-à-dire comment ça, c'est important ce que tu viens de soulever. Je comprends pas ce que tu veux dire, David. Enfin, il faut me dire vraiment par rapport au fait que les droits au Japon, ils sont un peu détenus par Mechanica maintenant. Enfin bon, bref, on va continuer. Du coup, vous avez beaucoup de politique dans le jeu.
Et ces politiques-là, ils ont l'air plutôt d'être là pour justifier et légitimer le Ponzi de Lime Management que pour leur qualité. Ah, quand je parle de droits, bah effectivement, les droits au Japon, les droits de la plateforme Navia, ils sont détenus par Esmo, et je sais pas qui détient les droits au final. On va y aller, hein, on va y arriver un peu plus loin. Au Japon, je sais pas, j'ai pas été capable de définir. Il me semble que c'est Mechanica, mais j'ai pas été capable de définir. Dans d'autres secteurs, on va y arriver, on va tirer un peu la pelote de laine, vous allez voir, c'est marrant. C'est un acteur, c'est un gros, c'est un peu un vendeur de pièces détachées japonais, un manufactureur. C'est une grosse société, hein, c'est une société sérieuse. Voilà. Donc du coup, vous avez Lime, qui est le truc au-dessus, qui a des problèmes. Vous prenez vos dossiers, vous allez dans les rapports de Kosdaq et tout, et ce que vous voyez, c'est que quand APAM a voulu rester costé, ils ont proposé un plan, et leur plan, c'était quoi? C'était il faut qu'on lève des fonds. Donc déjà, vous vous dites, APAM doit lever des fonds, APAM convertit ses Zornan, c'est plutôt pour les vendre. Donc si déjà votre but, c'est de savoir est-ce qu'ils vont vendre ou pas les titres qu'ils ont obtenus, vous pouvez déjà être quasiment sûr qu'ils vont les vendre maintenant. Hein? Bon, on est sûr de jamais rien en bourse, mais ça, vous avez des grosses suspicions qu'ils vont vendre les titres. Vous continuez un peu plus loin. Et quand vous continuez sur l'histoire d'APAM et sur les news sur Never, vous voyez que les mecs de Esmo, ils ont signé soi-disant 100 millions de contrats avec les Chinois de CITIC. Les Chinois de CITIC, ils ont créé une filiale dédiée pour avoir les droits de la plateforme Navia en Chine. Alors là, c'est très intéressant. Vous vous dites, en fin 2019, les Chinois, ils versent soi-disant 100 millions d'euros à Esmo. Et en mi-2020, Esmo a soi-disant plus de sous. Plus du tout de sous. Donc où sont passés ces 100 millions d'euros? Pourquoi Navia n'a pas communiqué clairement dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces 100 millions d'euros, ils ont servi à payer les Ornan et l'augmentation les Ornan de Navia? Est-ce que ces 100 millions d'euros, ils n'ont jamais existé? Ça devient un peu compliqué. Surtout que CITIC, c'est un bras financier lié au ministère des Finances chinois. Donc là, vous êtes vraiment sur une entreprise étatique, hein, à 100%. Et c'est une société qui est connue aux États-Unis pour avoir fait du vol de propriété intellectuelle, qui a déjà été attaquée par le Trésor US là-dessus et par le secrétariat au commerce US là-dessus. Et c'est une société, par exemple, qui fait aussi du financement d'opérations pour les entreprises chinoises en Iran et ce genre de choses. Donc, vous avez CITIC qui, soi-disant, a acheté les droits de la plateforme de Navia aux partenaires de Navia Esmo pour la Chine. Alors, déjà, c'est un peu plus complexe que ça, et ça va continuer à se complexifier. C'est quoi? C'est que, quand on regarde à qui CITIC a filé les droits, CITIC, elle a créé une filiale qui s'appelle Shenzhen Dongzhong Da Technology Co Ltd. Bon. Alors, du coup, vous avez cette société qui, soi-disant, doit vendre la plateforme Navia en Chine. Et plus que ça, elle doit faire de la R&D avec Esmo, qui elle-même doit faire de la R&D avec Navia. Bon, déjà, c'est un peu compliqué. Généralement, la R&D, vous la centralisez à un seul endroit et vous faites pas de... Vous n'allez pas vous enquiquiner à faire de la R&D à plusieurs niveaux et à gérer la plateforme à plusieurs niveaux. Mais bon, peut-être, hein, peut-être. Donc Zhongda, c'est une société soi-disant chinoise. Donc là, on sort Baidu et on va aller chercher un peu cette société, voir qui c'est qu'il y a. Et qu'est-ce qu'on fait? On trouve rien. La seule chose qu'on trouve, c'est deux pauvres directeurs soi-disant de Shenzhen Dongzhongda. Et on les trouve dans des documents d'autres sociétés qui disent qu'ils sont directeurs de cette société. Donc par exemple, on trouve un dénommé Monsieur Zhang, qui est affilié à CITIC, dans les documents d'une société qui s'appelle Linklogis, qui veut se coter à Hong Kong, et c'est dit que par exemple, depuis depuis 2017, il est directeur de
Shenzhen Dongjunda Technology Co. Et en 2019, la société Dongjunda, elle aurait obtenu la licence de ESMO pour la Chine, pour la plateforme de Navia. Alors déjà, c'est un peu bizarre. Vous avez une société qui existe soi-disant depuis 2017, qui veut investir de façon assez forte dans l'autonomie, dont vous ne trouvez aucune news sur Baidu et sur les moteurs de recherche chinois, est liée à une société, une banque chinoise qui est liée au ministère des Finances chinois, qui est connue pour être souvent dans les radars du secrétariat US au Trésor. Ça sent quand même pas bon. Je me demande bien ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont obtenu la licence. C'est-à-dire que là, ça va faire un peu plus d'un an et demi qu'ils ont la licence, les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, quand on regarde l'univers des navettes en Chine, vous avez Alibaba qui a sorti des choses, vous avez Baidu qui a sorti des choses, vous avez beaucoup d'acteurs qui ont sorti des choses, et sur des navettes parfois d'ailleurs très équivalentes dans le design et dans la manière de faire à celle de Navia, et pourtant on n'a pas entendu parler de vente de Dongjunda, on n'a rien entendu parler. Donc est-ce que on peut dire que ils ont abandonné? Ce qui est possible, hein. Ils ont pu dire qu'ils ont abandonné, et puis Esmo en a jamais rien dit, et Navia n'en a jamais parlé non plus. Ça, c'est compliqué à savoir. Et du coup, ça sent un peu que c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible du tout. Donc voilà, donc je vais regarder un peu les questions pour répondre en direct. Tu insinues que les 100 millions n'ont jamais existé. J'insinue rien du tout. Je dis juste qu'une société qui fait la taille d'Esmo, c'est-à-dire c'est une mid-cap, hein, qui soi-disant touche 100 millions d'euros de cash en 2019, en paye 20 à Navia, et qui au bout de 6 mois se retrouve à court de cash, et alors que soi-disant elle aurait dû avoir ses 80 millions, c'est bizarre. Soit elle était très endettée avant, et du coup pourquoi est-ce que Navia a accepté de se mettre en partenariat avec une société qui est très endettée? Ça pose des questions. Et j'ai pas de réponse à ces questions, hein. Je soulève ces questions, et ça vous montre comment on fait le process, et voilà ce que le process donne. Le prix des deux hypothèques, ok. Quel dossier Navia perso content de ne pas avoir. Voilà. Donc on va continuer à avancer. Du coup, j'ai répondu à la question. On va continuer à avancer. Donc on apprend aussi, quand on va se renseigner un peu plus sur CITIC, qu'il y a plusieurs officiels de CITIC, dont le directeur général qui a été condamné pour de la corruption. C'était un peu avant qu'il y ait le deal qui soit signé avec Esmo. Alors je dis pas du tout que le deal avec Esmo, il y a eu corruption. J'en sais rien du tout, hein. Je dis juste que chez CITIC, il y a eu plusieurs enquêtes pour corruption sur plusieurs top managers, et il y a eu d'énormes problèmes de corruption chez CITIC dans la période 2019-2020 et avant. Mais avant, le problème c'est que il y a pas, enfin, de toute façon, c'était ceux sur qui on a enquêté en 2019 et 2020. Alors le problème aussi sur ces enquêtes de corruption en Chine, c'est que c'est toujours difficile de savoir si c'est vrai et si c'est pas vrai, parce que ça fait partie de la politique de Xi Jinping, c'est-à-dire on coupe la tête des ennemis, et on s'assure d'être le seul calife tout en haut. Donc c'est difficile de savoir si c'est réel ou pas, mais déjà ça vous montre que chez CITIC c'est pas tout blanc tout blanc. Donc on continue. Donc on retourne un peu, parce que maintenant qu'on a été sur Baidu et sur les autres moteurs chinois et qu'on n'a rien trouvé sur nos acteurs chinois, et que sur CITIC on trouve des choses, mais voilà, ça n'a aucun rapport avec Dongjua ni avec Navia, c'est pas intéressant. On retourne donc sur les trucs coréens. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Lime, c'est un truc vraiment sérieux, et il y en a déjà un qui a été condamné. On nous apprend effectivement qu'il y avait effectivement un scandale national l'année dernière, donc c'était en 2020. Donc entre guillemets, ça veut dire que Navia est au courant. Parce que s'ils sont présents fortement en Corée, ils ont un partenaire qui subit un scandale, qui a son actionnaire majoritaire qui subit un scandale. Vous êtes obligé d'être au courant. Donc du coup, ça continue comme ça. Après, on apprend quoi d'autre? On apprend que en 2020,
Du coup, il s'est passé quelque chose à mi-2020. La Hana Bank, qui est une banque coréenne, a été chargée de liquider les actifs de Lime et, entre guillemets, de compenser les investisseurs en partie. Donc il se trouve que quand on va dans les comptes d'Anabank, on a quelques infos sur les anciens actifs de Lime et ils sont en train de liquider les actifs de Lime petit à petit. Donc la question c'est est-ce que Anabank compte liquider Esmo ou pas? Est-ce qu'il y a de la valeur dans Esmo ou pas? Ça j'en sais rien. C'est très compliqué d'avoir les comptes de Anabank, c'est très compliqué d'avoir les infos sur Anabank, mais en tout cas ce que vous pouvez savoir c'est qu'Anabank est à la manœuvre sur les actifs de Lime Management et que le board et les fondateurs de Lime Management ont été condamnés par la justice et qu'en plus l'ancien PDG d'Esmo est lui-même attaqué par la justice coréenne pour corruption et pour compte truqué. Donc entre guillemets, vous avez une holding qui truque des comptes, des PDG qui truquent des comptes, ça commence à faire beaucoup, cette histoire. Et surtout, vous avez autre chose, c'est quand vous lisez à peu près la presse coréenne et que vous continuez à lire la presse coréenne, qu'est-ce que vous trouvez? C'est des choses bien précises, c'est que vous trouvez que Lime était une société, comment ça s'appelle? Alors, j'essaie pas d'être affirmatif. Je dis bien que c'est que assis sur des dossiers publics et des sources de journaux coréens et de ce genre de choses. Mais voilà, CITIC, c'était aussi un acteur bancaire qui était dans d'autres investissements de Lime. Et une partie des investisseurs de Lime, c'était des Chinois. Donc après, est-ce que CITIC était lié à une volonté de créer quelque chose, un pump and dump sur le marché coréen, un peu institutionnalisé ou pas? J'en sais rien, je peux pas vous le dire, mais c'est possible. C'est possible, comme CITIC a pu juste se faire arnaquer par Lime et penser que c'était des super gestionnaires alors que ça n'en était pas du tout. Hein. Voilà, nous on s'est tous fait arnaquer en France. Moi je me souviens, hein, on a tous ciré les pompes de Natixis et de H2O pendant des années en disant que c'était des génies et ils ont explosé en moins de 6 mois. Donc ça, il faut bien vous dire que les fonds, c'est toujours compliqué, on les porte toujours au nu quand ils ont des performances, puis après on se rend compte que généralement les performances, elles ont été là, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément joué avec les mêmes façons de jouer que les autres. Sinon, ils auraient eu les mêmes perfs que les autres. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que je cherche pas à dire qu'il y a eu forcément de la fraude de la part de CITIC, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu de la fraude chez SMO. En tout cas, pour le COSDAQ, c'est quasiment sûr, vu qu'ils veulent supprimer la cotation de SMO à cause de ça. Que sur Lime, la holding de tête, du coup, qui gérait les opérations, il y a bien eu de la fraude. Ça, c'est confirmé parce que les directeurs de Lime, ils ont été condamnés. D'accord? Donc ça, c'est sûr. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et ce qui pose problème, et ce pourquoi Navia devrait communiquer, c'est qu'on ne sait pas comment CITIC et Lime étaient liés dans d'autres deals, et pourquoi ils étaient liés. On peut penser que APAM, c'était quand même un peu un concept stock, c'est-à-dire qu'il était poussé par Lime au travers du fait que c'était une société dans l'autonomie et dans les véhicules autonomes et que ça allait faire un carton en Corée et en Asie et que c'était super beau parce que APAM à la base c'est quand même une société qui fait des pièces automobiles et qui a fait un pivot sur la navigation autonome avec son partenariat avec Navia. C'est quand même assez bizarre parce qu'avant ils n'ont pas fait grand chose. Voilà, ils ont très peu de brevets sur l'autonomie, vraiment très peu. Au même titre que la société chinoise liée à CITIC a publié aucun brevet sur l'autonomie, même quand on cherche sur les supports chinois. Donc c'est bizarre, c'est un spécialiste de l'autonomie qui existe depuis 2017, mais ils n'ont pas publié de brevet. Ou en tout cas, moi j'ai pas réussi à les trouver. Et généralement j'en trouve toujours. Donc c'est ça. Je pense pas que ça soit ma méthode. Il est possible que ce soit ma méthode qui soit mauvaise dans le cas présent, hein, c'est possible. Ou peut-être que c'est secret défense, les brevets de Dongjua, hein, j'en sais rien.
Mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi à en trouver avec la méthode que j'utilise à chaque fois pour screener les infos de ces stocks. Voilà. Donc, après, il y a d'autres questions. Vu qu'on pense que APAM n'existe qu'à travers Navia, qu'est-ce qui se passe si on liquide APAM? Est-ce que si on liquide APAM, Navia reprend les droits en Asie ou pas? Ça, c'est un peu difficile de savoir. Qu'est-ce que fait et qui détient la licence en Asie? Et donc Juha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont eu accès au code source de Navia? Est-ce qu'ils n'ont pas eu accès au code source de Navia? Est-ce qu'on pense que c'est des gens qui font du vol technologique ou est-ce que c'est des gens qui ont juste eu les yeux plus gros que le ventre et qui se sont plantés comme on le voit assez souvent en Chine hein, d'ailleurs. On voit souvent des sociétés en Chine qui investissent des centaines de millions et qui se sont plantés totalement et qui au bout de 6 mois plient boutique. Hein. Ça s'est vu sur les vélos, ça s'est vu sur d'autres acteurs et tout. C'est combien d'Ornan ont été revendus par APAM? C'est-à-dire une partie ont été vendus au japonais Mechanica, mais après, est-ce qu'il y en a d'autres? Et combien il en reste chez APAM? Qui a décidé de convertir ces Ornan chez APAM? Est-ce que c'est la banque qui a décidé la conversion des Ornan pour récupérer de la trésorerie et liquider la société? Est-ce que c'est un moyen de rétablir les finances de la société à minima pour essayer d'avoir une recotation auprès du COSDAC? Je sais pas. Pourquoi Navia n'a pas communiqué sur les difficultés d'ESMO? Parce que les difficultés d'ESMO, ça date d'il y a quasiment 9 mois. Donc ça commence à faire. Et il n'y a eu aucune communication de la part de Navia. Voilà, qu'est-ce que fait Citi à travers son partenariat? Toutes ces questions. Donc en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que je suis parti d'une news qui était considérée par beaucoup comme une super news, qui était une super bonne chose. J'ai tiré les fils. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé plein de red flags. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans New Tech Insider, on fait toujours comme ça. Quand j'identifie une société, je vais tirer les fils de la pelote et je vais voir un peu ce qui se passe. Et donc ce qui se passe, c'est que généralement, je vais toujours identifier des points noirs. Ça, c'est normal. Dans n'importe quelle société, vous allez avoir des points noirs. Vous pouvez pas avoir une société parfaite. Une fois que j'ai identifié ces points noirs, je vais les prendre en risque. Enfin, je vais les prendre en compte et je vais calculer mon risk-reward. Donc c'est-à-dire, je vais calculer le risque que ça se passe mal, que j'ai tort, et le risque que ça se passe bien et que j'ai pas de tort. Donc, voilà. Donc je calcule tout ça, et quand je juge qu'un stock vaut le coup, bah, je le mets dans le portefeuille. Quand je juge qu'il vaut pas le coup, soit je le suis jusqu'à ce qu'il vaille le coup parce que l'action elle a baissé, ou parce que les points noirs ils ont été éclaircis. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup sur Twitter ne voient que le côté positif de la société et ne voient pas toutes les ambiguïtés de la société Navia. Or, il est clair, à l'heure actuelle, que le partenariat en Corée est un énorme problème et que on n'est absolument pas sûr que APAM va garder ses actions. On ne sait même pas qui détient APAM au final. Parce que est-ce qu'APAM est détenu majoritairement par ANA? Est-ce que ANA a déjà vendu des actions APAM lors des recotations qu'il y a eu? Il y a eu 3 recotations depuis l'été qui ont été de quelques jours. Est-ce que ANA en a profité pour vendre les titres APAM que détenait Lime? On n'en sait rien. Et le pire, c'est que Navia n'a jamais communiqué là-dessus. Et ça, par contre, c'est pas vraiment une très bonne chose. Vraiment, il aurait fallu communiquer à minima sur les difficultés du partenaire et expliquer surtout que les récents communiqués de Navia, c'est beaucoup de communiqués sur des réussites en Chine, sur des réussites en Asie, pardon, pas en Chine. Donc vraiment, ça c'est un énorme problème. Donc ça, vraiment, c'est un énorme souci. Donc voilà, l'idée c'était simple. Il y a des gens de New Tech Insider qui m'ont posé des questions sur Navia. J'ai été voir comment ça se passait. J'ai soulevé le capot de la dernière news. Pour moi, il y a trop de red flags pour ne serait-ce que imaginer la mettre dans le portefeuille à l'heure actuelle. Hein. C'est ma vision propre. Ça n'engage à rien pour vous. Mais ça vous invite à toujours vérifier. Et même quand vous pensez que c'est compliqué de vérifier, dites-vous qu'avec Google, avec les traducteurs et tout, maintenant, si vous vous donnez du temps, vous pouvez vérifier absolument tous les dires d'une société. Et absolument tous.
Mais par contre, il faut jamais vous laisser embarquer par la hype ambiante. On s'en fout. Quand un stock est vrai, quand une société est vraiment hype, que tout le monde aime cette société, vous pouvez l'aimer et dire que c'est une super société et voilà. Mais il faut pas vous laisser entraîner par les autres. Il faut vous dire, j'aime cette société parce que je l'ai étudiée, j'ai vu les côtés positifs, les côtés négatifs et je trouve que c'est une bonne société. Je vais reprendre l'exemple que je prends souvent. J'ai acheté des Peloton au moment où c'était l'IPO, où tout le monde disait que c'était, il y en avait qui disaient que ça valait rien et d'autres qui disaient que ça valait des centaines de milliards. Moi, j'avais fait mon analyse du marché des vélos d'appartements américains. J'avais vu les avantages et les inconvénients de Peloton. Le fait que Peloton, c'était une marque qui reposait sur de l'abonnement et qui allait pousser un art de vivre. J'investissais dans cet art de vivre. Est-ce que j'allais avoir raison ou tort? Ça, je n'étais pas capable de le définir. Mais je savais quel était le risque. Je savais que le risque, c'était que j'essayais d'aller vers un moment où les abonnements allaient rapporter plus que le vélo et où on n'aurait plus besoin de vendre du hardware, mais où les gens s'abonneraient et le vélo deviendrait quelque chose de entre guillemets, je vais pas dire de négligeable parce que ça sera pas négligeable, mais où en fait la majorité des revenus viendrait de l'abonnement et du pool de vélos installés et plus de la vente de vélos. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver chez Peloton et tout. Bon, voilà. Des fois j'ai raison, des fois j'ai tort, mais voilà, il y a aucune honte à être sur un stock qui est vraiment on fire avec beaucoup de gens qui ont des targets folles. Moi, je suis un grand lecteur des analyses de Ark Investment, qui sont des gens qui ont des targets complètement tarés sur beaucoup de dossiers, et il y a des fois, je suis en accord avec leurs targets, parce que j'analyse le dossier de la même façon que. Mais l'important, c'est quand vous analysez un dossier, c'est que vous sachiez que votre target, elle a des défauts. Il faut toujours avoir en compte ces défauts dans la société. Est-ce que c'est le rôle de Navia de communiquer sur la santé de ses partenaires? Absolument. Le rôle d'une société qui est en développement, encore plus d'une société comme Navia qui repose sur des partenariats, surtout que là c'est un partenaire exclusif, c'est toujours d'expliquer si son partenaire va mal. Parce que Navia donne une licence à son partenaire. Son partenaire a des actifs, des ornanes, qui lui permettent d'avoir accès au capital. Il est normal, si Esmo part en liquidation ou si Esmo a besoin de cash, que Navia communique en disant Esmo va vendre ses titres. C'est une question, je dirais, c'est une question de respect des investisseurs. On peut critiquer beaucoup de patrons, mais par exemple ce qu'a fait Prismaflex en disant que les ventes de panneaux ça représenterait pas des millions et des millions, c'est ce que devraient faire tous les PDG. C'est une bonne communication. Parce que c'est une communication honnête. Et à long terme, l'investisseur de long terme, il aime la communication honnête. Après, est-ce que Navia est obligé de communiquer au niveau de l'AMF sur les difficultés de ses partenaires? Je ne saurais pas vous répondre. Au niveau de l'AMF, je ne sais pas vous répondre. Il faudrait demander à l'AMF. Il faudrait demander à l'AMF si Navia est obligé de communiquer au niveau de ses partenaires. En tout cas, moi je trouve que quand vous avez un partenaire qui détient potentiellement un peu moins de 15% du capital parce qu'il a vendu des ornanes à Mechanica, il est de votre devoir de communiquer sur les difficultés de des acteurs qui sont au-dessus de vous. Surtout quand en plus votre société fait l'objet de spéculations de la part de petits porteurs et que vraiment vous êtes c'est une question et puis je dirais aussi que tous ceux qui poussent actuellement la société Navia et qui font des conjectures un peu sur tout et n'importe quoi, il faudrait qu'ils fassent des conjectures dans les deux sens. Tiens, on peut conjecturer que Bolloré va investir au capital de Navia et va faire des choses avec ses navettes. Moi-même, je pourrais faire ce genre de conjecture. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut aussi être honnête sur le reste. Et il faut, quand on vous brosse un portrait trop beau d'une société, c'est que généralement, il y a des choses qui vont pas. Et c'est que les gens sont pas vraiment foncièrement honnêtes. Parce qu'une société, c'est jamais tout blanc. Et si y avait une société, on l'achetait à 2 euros et on la revendait à 10 euros et on était sûr de ça, on serait tous milliardaires. On serait tous milliardaires. Et d'ailleurs, tous ceux qui vous disent ça, ils seraient pas sur Twitter en train de vous le dire. Hein. Parce que ils seraient tous milliardaires et ils s'emmerderaient pas sur Twitter. Donc c'était juste pour vous expliquer comment on fait ces recherches. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. La vérité, ces recherches
Sur Navia, ça m'a pris en tout et pour tout 3 heures, 3-4 heures. Bon, alors moi j'ai un entraînement, hein, c'est un truc que je fais pour tous les dossiers. La Corée, c'était un truc que je connaissais déjà. Donc Baidu, c'était un truc que je maîtrisais déjà aussi. Donc j'ai pu faire les recherches assez efficacement. Mais ça vous montre que, par exemple, quand vous investissez dans une société, ça vaut toujours le coup de faire cette recherche. Parce que c'est quoi 4 heures dans votre vie? C'est peut-être beaucoup. Mais si vous mettez 5 000 € sur une société, mais que vous savez pas vraiment le risque que vous prenez, ça vaut mieux de mettre ces 4 heures-là. Parce que je suis sûr que dans les 4 heures de travail que vous faites dans votre vie, vous n'êtes pas payé 5 000 €. Donc il faut vous donner les moyens et il y a toujours un travail. Et se dire que ce travail va être fait par les autres, faut faire attention. Après, attention, hein, dites-vous bien une chose, hein, quand vous avez un cador comme Bolloré, ça veut pas dire que Bolloré, il fait que des bons coups, hein. Bolloré, il s'est planté, hein. Chez Telecom Italia, il s'est planté. Il s'est planté sur d'autres actifs, Bolloré. Bolloré, il a fait ses Blue Bus. Les Blue Bus, c'est pas une réussite. J'adore l'homme Bolloré, je trouve qu'il a une très bonne stratégie sur plein de points, mais il faut quand même être honnête sur la vision de Bolloré. C'est-à-dire les batteries de Bolloré, c'est quand même plutôt un échec. Les bus de Bolloré, c'est quand même plutôt un échec. Donc voilà, c'est Bolloré, c'est pas un homme qui réussit tout. C'est-à-dire, il faut pas vous dire que quand vous allez être avec un mec comme Elon Musk, il y a 100% de taux de réussite, ou quand vous êtes avec un mec comme Bolloré, il y a 100% de taux de réussite. Non, ces mecs-là, c'est comme moi, ils ont des échecs, c'est comme vous, ils ont des échecs, et voilà. Et du coup, c'est une question. Après, questionnez-vous. Euh, si Bolloré était sûr de la valeur de Navia et voulait détenir Navia, vous avez un acteur qui détient des ornanes de Navia qui est en difficulté financière. Bah, Bolloré, il aurait pas de problème à racheter 20% du capital de Navia, enfin un peu moins, 15% à Esmo. Je suis sûr qu'avec une petite prime, il les a. Donc pourquoi est-ce que Bolloré l'a pas fait? Le 360 partenaires, ils ont vendu comme des gorées leur capital. Pourquoi est-ce que Bolloré n'a pas racheté le capital de 360 partenaires? Posez-vous les questions et évitez d'être focus que sur le côté positif. Essayez toujours de challenger vos idées avec un côté positif et un côté négatif. Ah, le fait que ce partenariat ait été communiqué publiquement. Mais ça, c'est sans fin, les partenariats communiqués publiquement. C'est... voilà, il y a des dizaines de partenariats qui sont communiqués chaque jour par les mecs de la tech et par des mecs comme Google, Microsoft et tout. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on communique avec Google, Microsoft et tout, on réussit? Non. Voilà. La question, posez-vous aussi des bonnes questions. Vous avez un acteur qui a vendu 35% du capital, vous avez un fonds qui a equity, enfin, vous avez un broker qui a fait une equity line, donc on a vendu quasiment 30% du capital de Navia, vous avez aucun déclenchement de seuil. Vous avez personne qui a déclenché des seuils. Ça veut dire que ces titres, ils sont partis où? Essayez de voir toute la big picture de la société et essayez de comprendre. Et essayez de vous dire, est-ce que c'est une bonne action? Est-ce que c'est une action à risque? Est-ce que c'est pas une action à risque? Moi, franchement, quand je regarde la big picture, je me dis que Navia, c'est une action à risque. Après, on peut investir sur une action à risque pour une conviction de long terme, pour beaucoup de choses. Ça, c'est une autre vision. Mais se dire, le seul risque, c'est de ne pas en avoir ou ce genre de choses, moi, en tant que rédacteur de New Tech Insider, je me verrais mal dire à mes clients, le seul risque, c'est de pas en avoir. C'est un peu compliqué. C'est vraiment, je vais vous dire, des histoires de sacs de nœuds pareilles qu'on découpe aussi rapidement et aussi et dont on voit autant de soucis sur le partenaire, ça arrive pas fréquemment, hein, sur la bourse parisienne. Vous en avez pas fréquemment, surtout sur des boîtes qui pèsent quasiment 100 millions d'euros. C'est assez rare quand même. C'est vraiment assez rare. Donc voilà, je voulais juste vous montrer le problème effectivement de la news de Navia, les risques de la news de Navia,
voilà, vous expliquez ce qu'il y avait à retenir. Donc voilà, à retenir, c'est qu'il faut faire attention à toutes les sociétés technologiques qui vont donner des licences à d'autres partenaires, et si ces partenaires c'est des concept stock ou pas. Si c'est des concept stock qui vont reposer sur cette licence, c'est un peu dangereux parce que eux ils ont tendance à vouloir faire du marketing un peu agressif pour lever des fonds. Ne pas vous arrêter au titre des articles, toujours aller fouiller. Pour réussir en bourse, il faut être curieux, il faut vraiment aller analyser les sociétés en profondeur et aller voir ce qu'elles font. Voilà, même si vous avez un attachement pour une action, essayez de toujours vous peser le pour et le contre. Essayez de jamais d'être là en disant c'est l'action du siècle, faut l'avoir en portefeuille. Il y a Bolloré qui est là, c'est sûr. Il y a Mbappé qui a investi, c'est sûr. Il y a Warren Buffett qui a investi, c'est sûr. Warren Buffett, il se fait avoir parfois. Récemment, Warren Buffett, il a acheté un producteur de pièces en Allemagne pour l'industrie du pétrole, et il se trouve que ce producteur, il s'est fait avoir et ça valait zéro. Tous les comptes, ils étaient truqués. Et Warren Buffett, il s'est fait avoir. Enfin, Berkshire Hathaway, il s'est fait avoir. Et ils ont perdu, je crois, 400 millions d'euros là-dedans. Donc dites-vous bien que des gens qui se font plumer, il y en a partout. Et même les plus forts, ils se font plumer. Mais pour se faire le moins plumé possible, il faut toujours bien regarder ses dossiers. Et faire attention aux dossiers qu'on a. Voilà. Toujours calculer les risques-reward. Et surtout profiter de ce que nous offre le 21e siècle. C'est-à-dire profiter de la puissance des data, des recherches. Allez voir sur les entreprises, passer du temps parce que ça vaut le coup et ça vous apporte des choses. Quand vous avez une société comme LDLC, vous pouvez aller voir le nombre de gens qui sont allés sur le site, le nombre de gens qui ont laissé des avis, ce genre de choses. Vous avez des super mecs qui font ça, Totem Analyse, Value Invest, qui font ça. Et ça apporte d'énormes plus-values et ça vous apporte une qualité et une vision du business qui est assez intéressante et tout. Et ça, c'est vraiment des choses à faire. Je vous invite à vraiment le faire. C'est des choses qui font vraiment la plus-value de l'investisseur comparé à un fonds normal. Donc voilà. Dans le fond, c'était bien vous dire, c'est comme ça que je travaille sur NTF, c'est-à-dire je cible des dossiers, je vais regarder chaque dossier en détail, je tire un peu les pelotes de laine un peu partout, j'essaye de faire la synthèse des moins et des plus, et en essayant de toujours vraiment vérifier les moins plus que les plus. Parce que les plus, une fois que je les ai identifiés, généralement je les suis un peu de façon fréquente pour voir que le business va pas péricliter ou ce genre de choses. Par contre les moins je les suis de façon très 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 précise. Parce que ça peut vite partir en sucette. Donc vraiment, je suis tous les jours, des fois, il y a certains dossiers, je suis tous les jours les points négatifs pour voir s'il y a des choses qui ont évolué, ce genre de choses. Et ça, c'est très important de le faire. Voilà. Et surtout, c'est un avantage pour vous parce que dites-vous que les fonds européens qui sont sur les mid-caps, ils n'ont pas les équipes nécessaires pour faire ce travail. Donc si vous le faites, vous avez un avantage concurrentiel fort et ça vous permet de mieux cibler vos dossiers. Et tous ceux qui gagnent à long terme, c'est des gens qui ciblent mieux les dossiers et qui ont d'énormes connaissances sur les dossiers. Que ça soit David Ronan, que ça soit Value, que ça soit Philippe ou d'autres, tous ceux que vous allez voir dans la sphère Twitter et qui sont là depuis 10-15 ans à faire de l'investissement de manière assez poussée, c'est des gens qui effectivement connaissent leurs dossiers. Et en fait, quand vous connaissez vos dossiers, plus au début, vous avez l'impression que vous faites ce travail pour rien. Puis en fait, vous emmagasinez dans votre bibliothèque des infos sur des sociétés, sur des PDG, sur des machins, et à la fin, vous commencez à monter quelque chose, et une fois que cette chose est montée, vous allez en tirer profit. Mais sur la bourse, c'est toujours un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. On ne gagne pas comme ça du jour au lendemain beaucoup de texte. Encore une fois, je voulais vous le dire, c'est ni une incitation à l'achat, ni une incitation à la vente sur Navia. Ça vous illustre juste le process de recherche d'informations qu'on fait dans New Tech Insider Europe, comment on sélectionne les dossiers. Là, on a focus sur le partenaire coréen parce que c'était la dernière nouvelle et qu'on a été voir un peu tout ce qui se passait en coulisses et tous les red flags que ça soulevait. Il y aurait sûrement, si on analysait Bolloré ou d'autres acteurs, il y aurait sûrement des choses positives qui sortiraient et des pelotes plus ou moins positives qui pourraient sortir. C'est clair. Là, on a focus juste sur une partie pour faire vraiment, parce que quand on analyse une société, on analyse souvent après une news ou quelque chose comme ça, donc on va s'orienter sur quelque chose comme ça, et j'ai pas fait toute l'analyse de Navia de sa création à maintenant, parce que ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup trop long. C'était pas le but là. Voilà. Donc après, si vous voulez profiter
de cette façon de faire et donc de New Tech Insider, je vous invite à vous abonner à New Tech Insider Europe. C'est comme ça qu'on travaille. Vous pouvez me poser des questions aussi pour savoir dans les dossiers comment on a travaillé, me faire part du fait que vous n'êtes pas d'accord sur une partie du travail, poser les questions par mail. On échange toujours par mail avec tous les abonnés, on répond aux abonnés par mail et du coup justement on essaye de mettre en place quelque chose d'assez dynamique dans New Tech Insider Europe parce que le but justement c'est moi quand je vais étudier le dossier, je l'étudie mais je peux louper des choses que vous par exemple vous allez comprendre ou voir différemment que moi. Quand vous me posez des questions, quand vous me challengez en me disant je comprends pas pourquoi tu l'as mis parce que je trouve que le management il a dit là quelque chose et c'était pas la vérité et tu l'as pas bien vu, bah tout ça c'est des choses qui vont me challenger et quand on se challenge c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur dans votre coin tout seul, généralement vous allez finir par vous planter. Vous ne réussissez à être investisseur à long terme que si vous êtes entouré. Et tous les grands investisseurs, ils ont eu des équipes, ils ont eu des machins. Quand vous regardez Warren Buffett, il a réussi parce qu'il était avec Munger. Tout seul, Warren Buffett, il aurait peut-être pas été Warren Buffett. Donc, dites-vous bien que tout ça, c'est assez important. Si vous voulez vous abonner à New Tech Insider, vous pouvez vous abonner ici, je vous donne le lien. Voilà. Et bah, du coup, je crois que c'est tout. Hein, voilà. Si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez nous envoyer tout ça à la-rédaction-tech-publication-agora.fr. Voilà. Je répondrai aux questions. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, je vais aller voir un peu ce qui s'est dit dans le chat parce que ça fait longtemps. Donc, du coup, je remonte. Est-ce que tu as sollicité le patron de Navia? J'ai pas encore sollicité le patron de Navia, mais c'est possible que je le sollicite, effectivement. Voilà. Après, effectivement, s'il veut un droit de réponse, il n'y a pas de problème. On l'invite dans l'émission de la semaine prochaine. Et peut-être que j'ai tiré les pelotes et que j'ai pas compris certaines choses ou qu'ils en ont pas parlé en se disant que ça serait mieux de pas en parler et que maintenant que ça va sortir, ils vont en parler. J'en sais rien. Ça, encore une fois, je fais des conjectures sur des informations qui sont publiques. Je dis pas que c'est la vérité et je vous dis pas que le partenaire chinois c'est un partenaire de paille et tout. Je vous dis, il y a des questions qui se posent sur le partenaire chinois, il y a des questions qui se posent sur le partenaire coréen. Je vous partage ces questions-là. Après, voilà, chacun est libre de ses opinions et de ses idées. Hein. Est-ce que c'est vraiment le rôle de Navia de communiquer sur la santé de ses partenaires? Ouais, ça j'ai déjà répondu. Je m'interroge quand même sur. Ouais, ça j'ai répondu. Bolloré ne prendrait pas la décision d'avoir des partenariats avec une société qui a des mauvais partenariats. Ça veut rien dire. Hein. Oh là là, alors ça. Bolloré, il a des procès. Bolloré, il a été partenaire avec des sociétés qui ont fait faillite, avec des sociétés qui ont été des fours colossales. Donc ça veut rien dire. Dites-vous bien que Bolloré, il est partenaire de beaucoup de monde. Il est partenaire de beaucoup de monde. Vraiment, voilà, Bolloré, il est partenaire de beaucoup de monde. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez pas vous arrêter juste à une seule chose comme ça, c'est pas possible. Vraiment, il faut faire attention à ce genre de choses. C'est vraiment des choses compliquées. Quand on prend par exemple qu'est-ce qu'il faut, je vais regarder ça hein, parce que il me semble que voilà, Gossin a créé un partenariat avec Bolloré pour exporter les Blue Bus. Bon bah voilà, ils ont communiqué ensemble. Est-ce que ça veut dire que Bolloré il aime de ouf Gossin? J'en sais rien. Mais moi ça me paraît enfin voilà, genre c'est une bonne chose. Avoir un partenaire, c'est toujours une bonne chose. Enfin, c'est toujours. C'est souvent une bonne chose. Après, voilà, c'est
ça veut pas dire que c'est toujours ce qu'il vous faut et que c'est toujours parfait, tu vois, genre c'est un peu vous pouvez jamais être sûr et c'est toujours un peu compliqué. Voilà, quand vous regardez les résultats de 2019 de Bolloré, hein, les résultats de 2019 de Bolloré, pardon, ça. Les résultats de 2019 de Bolloré, hein, c'est 2019. Dans ce cadre, Blue Solution, grâce au développement grâce au développement je reprends. Dans ce cadre, Blue Solution, grâce au développement permanent de sa technologie LMP, lithium métal polymère, dispose d'atouts considérables pour devenir un acteur majeur de cette transformation, comme en témoignent les partenariats noués en 2019 avec des acteurs internationaux de référence tels que RATP, Daimler, Gossin, Axia et RTE. Axia et Gossin, en 2019, ils se sont plantés. Hein. Les stocks, ils ont été super bas. Et Bolloré, ils ont communiqué sur des partenariats avec Axia et Gossin. Donc, c'est voilà, ce que je veux vous dire, c'est que un partenariat, c'est une bonne chose, mais il faut le remettre en perspective. Il faut le remettre en perspective. Il y a des gens qui demandent des communications de partenariat tous les 4 matins à Claranova et au PDG de Claranova. Cesarini, il explique souvent que communiquer sur des choses, voilà, des partenariats, il en a plein. Est-ce qu'il va communiquer à chaque fois qu'il a un partenariat? Pas forcément. Il peut le faire, il peut pas le faire. Bon, il fait un CP sur son site, il le fournit pas forcément à tous les acteurs, et puis voilà. Ça, après, quand vous faites un CP sur votre site et que vous le mettez dans les news, ça vous coûte rien. Vous avez des gens qui sont payés pour faire ça. Faut bien qu'ils soient occupés dans la journée. Voilà. Mais oui, qu'ils soient d'accord pour associer leur nom avec Navia. Faut bien vous dire, Navia, c'est une belle start-up. C'est pas non plus, vous associez pas votre nom avec un producteur de films X. Hein. Vous associez votre nom avec une start-up qui fait des véhicules autonomes et qui est quand même bien connu dans le paysage politique français. C'est quand même une bonne chose. Après, est-ce que ça veut dire que demain, Bolloré, il va vendre des dizaines de milliers de navettes Navia ou qu'il va mettre l'intelligence de Navia dans ses bus? J'en sais rien. Je peux pas, franchement, je peux pas vous le dire. Voilà. Je suis honnête avec vous, je peux pas vous le dire. C'est un point positif le partenariat avec Bolloré. Est-ce que ça compense les points négatifs des mauvais partenariats avec les Coréens? Je sais pas. J'ai du mal à le savoir. Bon, je vais rester. Je vais vous laisser 5-10 minutes pour poser vos questions. Si vous avez des questions. De Navia, il me semble que quand j'ai regardé tout à l'heure, oui. Mais il faudrait vérifier. Mais il me semble que oui. Après, ça c'est pareil. Hein. Dites-vous bien que quand un gros est actionnaire d'une société, c'est ce qu'on appelle de l'essaimage en stratégie d'entreprise. Ça veut dire quoi l'essaimage? C'est quand vous vous appelez Michelin, Valeo, Google, Facebook et tout, vous allez investir dans plein de technologies, et en fait vous vous dites que vous en foutez s'il y en a 90% qui vont crever. Ce qui vous intéresse, c'est que les 10% restants, et c'est d'avoir une porte dans la gestion de ces 10% restants là, et que ça apporte de la valeur. Et le meilleur exemple, c'est Google. Hein. Google, ils ont lancé des dizaines et des dizaines de startups, ils ont investi dans des dizaines de boîtes, et dans 90% des cas, ils ont mis des millions à la poubelle. À la poubelle. Mais dans les 10% restants, ils ont fait beaucoup de sous. Donc, il faut toujours vous dire, vous, quand vous êtes investisseur et que vous allez être focus sur une société, que vous dites, ouais, mais le partenaire de cette société, c'est L'Oréal, donc c'est forcément une société qui va machin parce que L'Oréal va rester et tout. Non, L'Oréal, il a investi dans 50 000 startups et si la vôtre, elle meurt, elle meurt. Voilà. Le but de L'Oréal, c'est d'essaimer et d'essayer, en essaimant, d'avoir le bon olivier qui va pousser. Voilà. Mais ils savent pas plus quel est l'olivier qui va le mieux pousser que vous. Oui, il me semble aussi.
Ça, je l'avais dans mes fiches. Donc, si vous montre que c'est pas une bonne chose. Quand vous avez une société qui se retire du conseil d'administration, c'est que c'est pas une très bonne chose. Donc, vous avez beaucoup de choses qui se mettent les unes sur les autres. Voilà. Oui, mais c'est ce qu'on fait en start-up. Tous les fonds start-up, c'est ce qu'ils font, ils essaiment. Xavier Niel, quand il investit dans 50 milliards de start-up, il essaime. C'est, c'est la technique du bon paysan, hein. Le bon sens paysan, c'est en bourse, c'est pareil, hein, le bon sens paysan. Si vous essayez de planter juste une graine et de vous dire que vous allez avoir le plus bel épi de maïs, c'est une connerie. Par contre, si vous en plantez 50, vous avez une chance que vous en ayez 2 ou 3 qui poussent. Voilà. C'est, moi, c'est ma théorie, hein. C'est pour ça que dans mon portefeuille, il y a beaucoup de titres. C'est parce que moi, j'essaime. Je focus pas sur un acteur, 2 acteurs. Moi, j'ai pas la science infuse. Je pense pas être capable de définir quel est le meilleur acteur entre 10 acteurs. J'essaye d'en sélectionner un certain nombre avec mes petits moyens, puis j'essaime. Et après, on récolte. Et des fois, on récolte rien. Ça, c'est triste quand on récolte rien. Et des fois, on récolte 100%. J'ai esmé sur les fintech anglaises. Toutes les fintech anglaises sur lesquelles j'ai esmé, j'ai fait que des plus-values super bien. Mais c'est de la chance. Quand vous faites de l'essaimage, dites-vous bien que c'est de la chance. Vous avez parfois de la chance, vous êtes au bon endroit au bon moment. Ce qu'il faut, le pire qui puisse vous arriver, c'est de croire que vous êtes meilleur que les autres. Ça, c'est le pire qui puisse arriver à l'investisseur. Croire que vous avez la technique, que vous avez la vision et que les autres l'ont pas. Ça, c'est pas vrai. Ça existe pas. C'est du bullshit. Même, même Warren Buffett, il a pas la vision. Et Warren Buffett, il vous dit toujours, ce qu'il cherche, c'est quelle erreur il pourrait faire. Bah, moi, c'est la même chose. Ce que je cherche, c'est quelle erreur je pourrais faire. Et la façon d'analyser Navia ce soir, c'est ça. On cherche quelle erreur on pourrait faire. Et quelle erreur on pourrait faire, c'est de ne pas connaître correctement le partenaire coréen qui pourrait poser problème à un Navia. Bon, il est 19h44. Moi, j'ai, à mon avis, bientôt me faire découper la tête par madame. Donc, allez, encore 2 minutes pour les questions. Et si vous n'avez plus de questions, je coupe. Plutôt sur Navia ou sur le gaming, les questions, hein. Pas sur le marché en général et tout, parce que sinon on va encore partir pour 10 ans. Faire manger à madame. Ça serait le bon jour pour le faire, mais moi, quand je fais à manger, je sais juste commander sur Deliveroo. C'est dommage. D'ailleurs, Deliveroo vous propose d'investir dans son IPO, une très très bonne manière de faire. Des gens très intelligents chez Deliveroo. On en parlera la prochaine fois. Leur manière de gérer l'action et de créer de l'attraction auprès des commerçants et des clients avec leur IPO, c'est quelque chose de très très intelligent. Et ça vous montre que dans le monde actuel, l'action et la bourse, c'est une manière de mettre en place une stratégie. Par des tokens crypto, non. Comment ça? Non, 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 non. Ils vont faire une IPO et ils ont prévu de donner une partie de leur stock qui est réservé aux investissements des particuliers en fait. Oui, OVH, il y a aussi une introduction qui est prévue. Mais en fait, ce que vous aviez souvent, c'était que pendant longtemps, en fait, quand vous aviez une IPO aux US, généralement, il y avait que les institutionnels qui avaient accès à l'IPO et puis les particuliers y avaient accès avant. Il y avait accès après. Maintenant, vous avez de plus en plus de sociétés qui commencent à donner accès en priorité à leurs clients. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très intelligent et aussi à leurs fournisseurs. Pourquoi? Parce que si vous donnez accès, que vous êtes une plateforme, que vous avez une grosse valorisation et que vous donnez accès à vos actions de manière privilégiée à votre client et à votre fournisseur, ce que vous faites, c'est que vous le rendez encore plus captif de votre plateforme. Parce qu'en plus d'être captif de la plateforme qui va capter la valeur, il est captif dans le sens où il est actionnaire de cette plateforme.
Et du coup, quand vous êtes actionnaire d'une plateforme ou d'une société, vous avez tendance à vouloir la pousser. C'est la stratégie qui a été un peu, faite chez Mint avec le parrainage, qui a permis à Mint de partir beaucoup plus vite que les autres concurrents qui sont partis sans le parrainage des actionnaires, et qui a permis à Mint d'installer une marque très rapidement sur le marché. Alors après, est-ce que c'était pensé par KZ ou pas? Je pense pas. Je pense que c'était quelque chose qui s'est fait tout seul parce que les actionnaires, ils avaient envie de voir leur société, leur action monter. Mais par contre, dites-vous bien que de plus en plus en Angleterre et aux États-Unis, il y a toute une stratégie et une manière de créer des choses avec de l'equity et d'aller attirer ses investisseurs, d'aller attirer ses clients et de faire des choses avec. Et ça, c'est très intéressant parce que ça rend fidèles vos clients, fidèles vos actionnaires, et c'est quelque chose de très très rare à l'heure actuelle, et c'est une très 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 bonne chose. Et vous pouvez faire de plus en plus de choses. Bon, bah, du coup, on en a parlé ce soir. Bon, j'en parlerai un peu plus en détail la prochaine fois. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller manger. Pas de dernière question. Encore une fois, si vous voulez vous abonner, c'est ici. Hop là. Et du coup, bah, pour mes chers abonnés, on se retrouve du coup vendredi, parce que c'était bien ça, c'est moi qui avais la bonne info, pour parler des semi-conducteurs. Et voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et à la prochaine fois.